Bonsoir, bienvenue dans le Libre Antenne au 3921 pour 2 heures de direct. J'espère que vous avez pu profiter du beau soleil qui brille sur la France. Chez nous aussi, nos émotions jouent avec notre météo intérieure. On le sait tous, pester contre le climat est inutile. Nous ne pouvons le contrôler. Il est néanmoins utile d'y être attentif pour s'habiller en fonction de la température, d'emporter des lunettes ou de la crème solaire quand il fait grand beau ou un parapluie lorsqu'il pleut. De la même manière, reconnaître le temps qu'il fait à l'intérieur de nous permet de poser les choix les plus adéquats et de mieux diriger notre embarcation. C'est la tempête, on réduit la toile et l'allure. Reconnaître nos émotions, cela veut dire les identifier, savoir quand nous sommes en colère, tristes ou anxieux, sans jugement, juste reconnaître que ça va pas très fort, et même si on ne sait pas très bien pourquoi. Après tout, on ne sait pas toujours pourquoi il pleut ou il fait beau, à moins d'être monsieur ou madame météo. On ne sera pas vraiment plus détendu, mais on y gagnera beaucoup en liberté. Après tout, quoi de plus normal de ne pas réussir à s'apaiser lorsque l'on est inquiet ou en colère? Nous ne sommes pas des machines où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour arrêter un fonctionnement. On ne lâche pas prise sur commande. Et puis se forcer à se calmer, c'est une autre sorte d'évitement de notre inconfort et ça peut même générer une tension encore plus forte. Parce qu'en fait, le plus difficile dans tout ça, c'est d'accepter de reconnaître ce que nous voulons à tout prix éviter. Alors identifier ces états d'âme, ça nous permet de nous en distancier et la lutte s'atténue et nous gagnons en liberté d'action pour construire quelque chose de différent. Alors si ce soir votre météo intérieure est à l'orage comme à Paris et a besoin de se confier, de se détendre un peu, nous sommes là au 3921. Paul et Jeanne répondent à vos appels et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Laurie. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors vous nous appelez d'Italie, c'est ça? Oui, je vous appelle d'Italie. Je vous écoute très régulièrement. J'écoute l'émission La Libre Antenne depuis toujours, je crois. En fait. Voilà, depuis toujours. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Et donc j'apprécie évidemment tous vos conseils et puis votre petite introduction là tout à l'heure. Voilà, c'est comment en Italie? C'est à l'orage, il pleut, il fait très chaud comme chez nous. Il fait très chaud. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Et moi, je navigue à vue. Ah. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut monter comme voile. Voilà, c'est ça. Alors, mon état d'âme n'est pas, je ne suis ni angoissée, ni, je ne sais même pas si je me pose beaucoup de questions, je vis au jour le jour et. Oui. Donc mer calme et temps peu agité, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà, et vous voyez les côtes, vous dites vous naviguez à vue, donc vous voyez quand même les côtes. Je vois quand même les côtes. Il n'y a pas besoin de faire le point sur la carte tout le temps, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est ça. Je crois me connaître assez bien, mais là, en ce moment, je suis, comme j'ai écrit dans le message, je crois entre deux eaux, je navigue entre deux eaux. Oui. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, je vais essayer d'être claire. J'ai une relation, donc j'ai 55 ans actuellement. Je vis seule et j'ai une relation avec un homme depuis 4 ans qui a à peu près mon âge. On s'est rencontrés sur un site internet. Et disons que ce qui m'avait plu en lui, c'était, le fait qu'il était seul avec 2 grands-enfants, qui s'occupaient de 2 grands-enfants seuls, enfin 2 enfants de 18, actuellement de 18 et 20 ans. Oui. Et j'avais trouvé ça très, très touchant. Très touchant, oui. Vous avez des enfants, Laurie? Non, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas d'enfant. Et donc, sa façon d'être père, vous aviez trouvé ça très séduisant, en fait. Ça vous avait touché, oui. Oui. Le fait d'être père, d'être seul avec 2 enfants, enfin de s'en occuper, disons, à plein temps. Je trouvais ça, et en Italie, assez assez original. Oui. Et donc, effectivement,
bon, après, disons, ce côté touchant s'est confirmé parce que c'est quelqu'un de très affectueux, de très, très serviable. Attentif, j'imagine. Attentif, oui, attentif. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui exprime très peu finalement ses émotions. J'ai l'impression qu'il en a peur ou c'est quelqu'un qui ne me pose jamais de questions ni sur mon passé ni sur mes sentiments. Il y a très peu de relations. Oui, de cœur à cœur, enfin une forme de dialogue en fait qui serait un peu intime. Oui. Voilà. Mais peut-être que ça. Intime, jamais, pratiquement jamais. Sa façon, lui, de vous prouver ses sentiments, c'est plus dans l'action, c'est plus par les actes que par la parole. Voilà, dans les actes. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal, mais en même temps... Il vaut mieux ça que le contraire. Oui, c'est vrai. En même temps, j'ai été un peu déçue par lui, par le fait que j'ai l'impression qu'il ne se donne pas assez. Et je le trouve un peu, pour tout dire, un peu pingre. Ah oui, donc un peu. Enfin, il donne pas beaucoup, comme il exprime pas beaucoup de cœur, il donne pas non plus beaucoup dans la relation. Voilà, j'ai l'impression que malgré les apparences, il est très, pas renfermé sur lui-même, mais très, ce qui passe avant tout, ce sont ses enfants, sa famille. Il s'occupe aussi d'une mère très âgée qui vit près de lui. Et nous habitons à 70 km de distance. Donc je le vois une fois par semaine. Et le week-end, disons le vendredi, le samedi, le dimanche, il rentre chez lui. Ça signifie que vous avez l'impression de passer un peu après, enfin d'être un peu la dernière roue du carrosse de sa vie. Finalement, oui. Finalement, oui, parce que ce qui compte pour lui, c'est d'être auprès de ses enfants, de sa mère. Et le seul jour où on se voit, pratiquement le samedi, c'est le seul jour où on se voit, on n'a pas le temps de rétablir une relation, disons, vraie, authentique. Bon, je peux lui raconter ce que j'ai fait, mais vous êtes en lien pendant la semaine par SMS, par téléphone? On est en lien. On est en lien tous les jours par, disons, SMS, Skype, enfin tout. Oui. Mais lui, ça doit lui convenir, ce côté un peu rituel, enfin routinier de tous les samedis. Oui, ça lui convient, mais moi, je trouve que d'abord la communication via téléphone, Skype, etc., pour moi, ça n'a aucune valeur. Oui, je comprends. Parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Enfin, moi, je n'arrive pas à exprimer quoi que ce soit au téléphone. C'est très difficile pour moi. Ce qui signifie que vous souhaiteriez quoi? Qui débarque à l'improviste, que vous voyez plus souvent, qui bouge un peu son emploi du temps? Qu'il se donne plus et puis... qu'il bouge son emploi du temps un peu pour vous? Que ce soit pas si rituel. J'ai l'impression qu'il n'a pas assez confiance en moi. Voilà, c'est ça que... Ah oui, mais qu'est-ce qui vous donne cette impression-là? Confiance en vous, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... comment dire, il passe pas le pas, disons, on n'a pas passé l'étape de dire on va faire des projets, on va... Enfin, je sais pas. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une histoire de confiance? Je crois qu'il n'a pas confiance dans les femmes, en fait. Oui, mais donnez-moi un exemple ou un propos qui vous permet de dire ça. Il n'a pas confiance dans les femmes, d'abord, parce que je connais son passé. Il a divorcé il y a 3 ans et il ne me parle jamais de sa femme. Je ne connais même pas de son ex-femme. Je ne connais même pas son prénom. Il ne lui parle jamais. Il ne lui adresse jamais la parole, ni par téléphone, ni. Enfin, ça a été pour lui une rupture très douloureuse, je pense, Et vous auriez besoin qu'il vous en parle, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ce serait un signe de confiance. En fait, vous trouvez que si vous parlez de son passé, pour vous, ce serait vous faire confiance?
Ben non, ça serait comment dire, c'est pas me faire confiance, mais je me dirais bon ben finalement c'est quelqu'un qui est mûr et qui a réfléchi à la question, qui s'est dit mais peut-être qu'il y a réfléchi, qui vous ne l'a pas confié. Oui. Eh oui. Oui. Oui, vous voyez, c'est-à-dire que vous, comme vous n'êtes pas nourri dans votre besoin, vous interprétez le fait qu'il ne vous ait pas parlé et confié son histoire comme un manque de confiance, parce que ça signe, pour vous, si vous parlez un peu plus intimement de son vécu, de son histoire personnelle, en tout cas, vous en avez besoin pour vous sentir en confiance. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pour le connaître mieux aussi. C'est ça, donc il vous manque des... Voilà. Il me manque des pour le connaître mieux. Donc c'est à vous qu'il manque de la confiance, en fait. Oui, mais en retour, j'aimerais bien aussi qu'il s'intéresse à moi dans mon intimité, quoi. Oui. Qui me demande, qui me pose des questions sur mon passé, qui sont un peu plus curieux. Oui. Enfin, voilà, quoi. Et qu'il vous autorise d'être curieuse aussi, du coup. Oui, un peu. Oui. Enfin, est-ce que vous en avez parlé avec lui de tout ça? Alors mon problème c'est ça, c'est que je me dis, comment dire, je mets ça sur le compte. Je me dis les gens sont comme ils sont. Voilà, c'est ce que je me suis toujours dit. En fait, c'est pas une bonne excuse parce que je sais que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple, il faudrait en parler. Mais étant donné le fait que on se voit un jour par semaine, qu'on n'a pas le temps d'établir un vrai contact, on n'a pas le temps de... Vous avez peur de gâcher quelque chose, ça vous fait un peu peur? C'est-à-dire c'est trop, il faut se réapprivoiser chaque fois. Voilà, c'est ça. Et s'il y a quelque chose qui me gêne en lui, j'ose pas le lui dire, ou je me dis c'est pas la peine, il est comme ça. Quand vous parlez de se réapprivoiser, c'est-à-dire que vous, dans le courant de la semaine, quelque chose se détache alors. Oui. C'est à vous que ça pose un problème. Oui, et donc vous avez du mal à repartir, en tout cas là où vous avez laissé le lien, parce que une semaine, c'est une semaine, vous voyez, c'est votre façon de le vivre. Vous, ça vous déconnecte en fait, c'est comme une déconnexion. Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas cette intimité du quotidien qui s'est nouée entre nous, mais oui, du quotidien, ou peut-être aussi... justement, vous avez déjà passé vous me dites c'est une relation qui dure depuis 4 ans, vous avez déjà passé, j'imagine, des vacances ou un week-end ensemble, plusieurs jours. On passe des vacances ensemble. D'accord. Et quand c'est comme ça se passe comment pour vous? Est-ce que vous la trouvez, cette fameuse intimité? Non. Non. Donc ce n'est pas lié au rythme auquel vous vous voyez, déjà. Vous voyez? C'est pas cette histoire de samedi à samedi, si vous n'avez... Non, c'est vrai. Il y a ça, il y a aussi le fait, effectivement, que quand on passe des vacances ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je le trouve trop dépendant de moi, dans un certain sens. Il ne prend pas assez d'initiative. Il est trop suiveur, vous trouvez? Voilà, il est trop suiveur et... En fait, vous êtes en train de me dire que cet homme vous correspond pas vraiment à vous. Vous voyez, c'est pas tant ce qu'il est, parce qu'après tout, voilà, il peut convenir. C'est à vous qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et qui, du coup, vous rendent un peu malheureuse dans cette relation. Enfin, malheureuse est peut-être un grand mot, mais en tout cas, insatisfaite. On va dire plutôt comme ça. Satisfaite sûrement. Alors justement, ce que je disais aussi à Jeanne, c'est que j'entretiens une amitié amoureuse avec un autre homme. Oui. Voilà la deuxième mot, puisqu'on parlait entre deux eaux. Voilà. La deuxième mot. Et c'est là c'est une relation, purement non, très, cérébrale, intellectuelle. Oui, c'est platonique. Et c'est platonique, c'est platonique, oui, on n'a pas de relation sexuelle. Et ça dure depuis combien de temps? Et là, alors, cet homme-là, c'est une relation. J'ai eu une vraie relation avec lui quand j'étais jeune. Oui.
En fait, c'est mon premier grand amour, peut-être le dernier, j'en sais rien. Et vous êtes retrouvés il y a combien de temps? On s'est retrouvés. Alors, moi, j'avais quitté ma ville pour une raison pour travail, et puis je suis revenue dans cette ville et j'ai repris contact avec lui, mais par l'intermédiaire de mon travail, puisqu'on travaille dans le même milieu professionnel. D'accord. Et lui, il est avec quelqu'un, il vit... Non, il est seul. Lui se définit comme un loup solitaire. Un loup solitaire, oh là là. Enfin, pas le loup solitaire, pas ceux dont on entend parler ces derniers temps. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui est, qui vit seul et qui est très indépendant. Et vous vous sentez comment par rapport à cette relation alors? Si vous me dites, voilà, je suis entre deux eaux, qu'est-ce qui se passe en vous entre ces deux hommes? Alors, il y a donc une hésitation, si je comprends bien. Comment? Il y a donc une hésitation. C'est pas qu'il y a une hésitation, enfin, parce que les deux sont complémentaires, en fait, c'est ça. Comment dire, j'ai l'impression que donc cette deuxième relation est absolument mais nécessaire parce qu'elle comment dire, elle me rend plus créative. C'est un véritable échange qu'on a intellectuel un véritable échange intellectuel qui m'apporte énormément et qui me stimule énormément. Ce que je n'ai pas avec. D'accord, mais ça vous pose un problème de quoi? De loyauté d'avoir ces deux relations? Oui, c'est ce que j'ai l'impression. De loyauté. Comme si vous enleviez à chacun quelque chose. Oui. Comme si vous trahissez, vous voyez, l'un avec l'autre et inversement. Alors que, objectivement, je ne trahis personne. Non, en fait. Non, mais d'où ça vient ce sentiment à quoi ça vous fait penser quand je vous dis que vous semblez déloyal C'est très bizarre, je sais pas. Ou plutôt, qu'est-ce que vous vous figurez de la relation avec un homme ou de l'amour qui peut vous faire penser, ou qui vous fait pas que penser, qui vous fait vivre et ressentir, puisque c'est vraiment ça, quelque chose de déloyal? Je suis en train de me poser une autre question en fait en vous écoutant. C'est est-ce que vous, quand vous êtes avec celui, alors je sais pas comment l'appeler, celui avec lequel vous avez une relation, de couple, en prenant des guillemets. On peut l'appeler Gilles, si vous voulez. Bon, allez, on va l'appeler Gilles. Voilà. Alors quand vous êtes avec Gilles, c'est un peu comme si vous regrettiez qu'il n'ait pas les ingrédients ou les caractéristiques que vous aimez chez l'autre. Oui. Voilà. Et quand vous êtes avec l'autre, vous regrettez de ne pas avoir avec l'autre ce que vous aimez bien chez Gilles. Oui. Ouais. Donc c'est pas une histoire en fait de conflit de loyauté, c'est que vous êtes à chaque fois partagé en fait à l'intérieur de vous en disant c'est trop bête quoi. Je voudrais un 2 en 1. En fait j'en ai 2 mais je rêve d'un 2 en 1. C'est ça. Oui. Mais ça a été, je pense que c'est c'est le mode psychologique sur lequel j'ai construit ma vie affective en fait. C'est-à-dire un peu ça. C'est-à-dire que c'est la tête et le corps quoi. C'est deux choses qui sont. Oui. Et vous savez que Freud disait dans Totem et Tabou, avait parlé plus particulièrement d'ailleurs des problématiques masculines que féminines, mais ça peut tout faire arriver aux femmes, qui disait là où sur certains individus, là où ils aiment, ils ne désirent pas, et là où ils désirent, ils n'arrivent pas à aimer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on aime quelque part et on désire ailleurs. Ouais. Ça vous parle quand je vous dis ça? Oui. Enfin, oui. Ce serait un peu ça, c'est-à-dire il y en a un que vous aimez mais vous ne le désirez pas, et l'autre vous le désirez mais vous ne l'aimez pas. Quand je dis aimer, je parle de sentiments amoureux. De sentiments amoureux, oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. C'est pour un peu ça, sauf que même avec Gilles, disons que mon désir se délite un peu. Enfin, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui... Donc ça bouge là, d'accord. Parce qu'on pourrait dire que l'autre vous l'aimez et Gilles vous le désirez, si on jusqu'à présent. Là, c'est en train de bouger.
Et est-ce que vous désirez pas l'autre alors? Mais je désire l'autre, mais je sais que je n'aurai jamais de relation sexuelle avec lui. Parce que je pense que lui ne désire pas, parce qu'il a des problèmes de santé aussi. Enfin bon, c'est... Oui, il y a des indices qui vous font penser ça. Oui, non, je pense que c'est... Et ça vous frustre de penser ça? Non, parce que je l'aime comme il est, quoi, comme... Vous savez, Laurie, chaque être humain, femme ou homme, on a besoin on est composé de tellement de facettes que dans nos relations, amis, amour, et là, il y a bien une relation amie, enfin amitié, et puis amour de l'autre, entre guillemets. On a besoin d'explorer ces facettes de nous dans nos relations et qu'elles soient diverses, en fait. Vous pouvez pas tout avoir avec un seul homme, même un compagnon, même un couple marié depuis des années. On peut pas demander à son compagnon ou sa compagne d'être tout pour l'autre, ce serait pas juste. Exactement. Vous voyez, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a des relations au travail, on a des amis avec lesquels, j'en sais rien, on fait du sport, on partage telle passion. Mais c'est pas juste de demander à l'autre d'être un tout, parce que c'est une relation de parents et de petits bébés de la recherche de la fusion. Qui n'existe plus, on en rêve tous, ceci dit. Bien sûr. C'est le paradoxe. On en rêve, mais c'est pas juste. Vous voyez, ni pour soi ni pour l'autre. Quand je dis juste. Oui, non, mais je comprends très bien ce que vous dites, mais donc en fait. Oui, il y a Brigitte qui envoie un SMS en disant ici, vous vous considériez comme une tarte, une part pour Gilles et une part pour l'autre. Ai-je bien compris? Parce qu'un jour, j'ai parlé qu'on était, qu'on avait à l'intérieur de nous des tartes aux pommes. Je sais plus comment j'étais allée chercher ça. Voilà. Et qu'on a chacun, que toutes nos relations, vous figurez une tarte. Donc si votre tarte elle est ronde, il y a plein de parts dedans et que il y a Gilles, il y a cet autre, et puis il y a vos amis, il y a votre travail, voilà. Et tout ça, ça compose votre tarte. Voilà. Je vois que Brigitte a bien retenu mon histoire de tarte. Écoutez, je pense que c'est très bien comme ça. Par contre, la question qui reste posée pour vous, en vous entendant, c'est celle de la frustration. C'est que vous êtes dans 2 relations où vous êtes frustré. Oui. Mais oui. Un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Il en faudra un 3e, peut-être. Ah oui, voilà. Oui, parce que il y a un trou dans la tarte, là. Il y a quelqu'un qui a mangé la part, qui est parti avec. C'est pas très cool, d'ailleurs. Ouais. Il vous manque une part. Il me manque une part, oui. Et c'est pas étonnant que ce soit celle-là. Celle de la femme, d'ailleurs, Oui, c'est avec ça. Un grand F. Oui. Il manque celle de la femme. Ouais. Je me suis arrangée pour laisser celle-là de côté. Ouais. Parce que ça fait un peu peur. On a peur d'être déçu, peut-être qu'elle soit pas bonne, la part de tarte. C'est un peu, disons que. Ou trop bonne. Ou trop bonne, jusqu'à s'y perdre, quoi. On perd un peu. On perd un peu pied, et puis c'est un peu, parce que là, l'amour-passion, c'est un peu. Enfin, oui, moi. Ça a été un peu ça aussi dans ma vie. Dans votre vie. Des amours un peu passionnels. Et bon, ça n'a pas été très agréable. Oui. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que dans ce qu'on construit, même quand quelque chose ne nous convient pas, on a toujours un petit bénéfice caché quelque part, c'est-à-dire quelque chose qui nous va malgré tout. Parce que c'est ce qui nous est possible de vivre à ce moment-là. Vous voyez, en ce moment, peut-être qu'effectivement, à cause d'amour passé un peu passionnel et douloureux, vous avez eu besoin de passer par ce chemin-là. Oui. Ce qui signifie pas que, justement, vous ne vous préparez pas à repasser par un chemin plus passionnel, mais plus heureux cette fois-ci. Parce que plus tranquille, parce que plus au fait de vos besoins. C'est ça qui va vous guider. Et vous avancez dans une connaissance de vous-même, dans vos relations, comme on le fait tous. Puis à un moment donné, on commence à comprendre, à se dire... voilà, donc en fait ça je peux, ou ça je peux m'autoriser, ou là je pourrais être bien, et c'est moins dangereux, ça devient moins dangereux parce qu'on n'y met pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes ingrédients. Oui, tout à fait, oui, ça c'est...
là, j'ai quand même l'impression de contrôler la situation et d'être... oui. Tout en étant frustré, voilà. Tout en étant un petit peu frustré, mais c'est pas une bon, c'est peut-être un passage, c'est un moment. Vous voyez, je sais pas, oui. C'est intéressant que vous réfléchissiez à tout ça et puis que vous laissiez un peu de temps. Après tout, il n'y a pas d'urgence. Non, mais vous pouvez pas demander à Gilles d'être quelqu'un d'autre que Gilles, vous voyez. Non. C'est ça aussi. C'est sûr. Ni à l'autre d'ailleurs d'être quelqu'un d'autre. Hein. On ne peut pas demander ça. Non, ni à moi. Ni à vous, bien sûr. Exactement. Oui, c'est très juste. J'aime beaucoup votre réponse. Ouais, exactement. Ni à vous. Ouais. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et le dimanche, c'est une journée un peu, pour moi, justement, un peu de vague à l'âme, comme ça, parce que je suis seule. En fait, vous aimeriez un peu faire couple, quoi, avoir un vrai compagnon. Il y a un auditeur qui demande si la visite est hebdomadaire. Oh, c'est un peu dur qu'il écrit, mais il dit est-ce que ça s'appelle pas parfois une relation hygiénique. Peut-être qu'elle espère qu'on lui dise de le laisser tomber. Vous espérez que je vous dise ça? Vous auriez envie de m'entendre vous dire ça? Non. Non. De toute façon, c'est pas mon rôle. Hein. Non. Surtout pas d'ailleurs. Non, je peux même pas dire que c'est une relation hygiénique entre guillemets. Non, j'ai pas l'impression quand je vous écoute. Non, parce que souvent il se passe rien, rien du point de vue intime, disons. Simplement, on fait des sorties. Oui, c'est très réglé comme du papier musique, comme on dit. Un peu trop, oui. Oui, c'est pas folichon, quoi. Non, c'est pas folichon. Non. Ben du coup, voilà, encore une fois, il n'y a pas d'urgence, mais ça vous permet de prendre la mesure, de vous dire à un moment donné, peut-être que j'ai plus envie de vivre ça, et puis j'ai peut-être envie de vivre autre chose. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Laissez-vous le temps de cette question qui reste là, et puis quand le moment vient, il est là, hein ? Oui. Bonne chance alors, Laurie. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Merci, au revoir. Avant d'accueillir Louisa, Laurie, si vous nous écoutez, toujours un petit message pour vous de Flora qui dit « Laurie, votre histoire me fait penser au film Jules et Jim car vous aimez ces deux hommes incomplets comme vous l'êtes vous-même. » Voilà, je trouvais ce message joli pour vous, Laurie. Vous êtes là, Louisa ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Louisa. Je suis un peu intimidée. Oui, on commence toujours comme ça, en disant je suis un peu intimidée, mais vous allez voir, on est juste toutes les deux. Hein. Personne ne nous entend, c'est bien connu. Hein. Alors déjà, je suis très heureuse de pouvoir vous parler. Oui, merci. J'aime beaucoup quand vous faites les différents remplacements. Hein. J'adore aussi Caroline Dublanche, car j'écoute cette émission depuis pas mal d'années. Oui. Donc là, moi, je vais devenir peut-être un peu sérieuse, mais c'est vrai que là, j'ai un souci qui me turlupine depuis quelques mois, en réalité. Oui. Je pensais avoir réglé tout au moins une partie de ce problème, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas le cas. Donc, je vous dresse un peu le truc. J'ai été reconnue il y a quelques années travailleur handicapé car je suis bipolaire. Oui. Donc je le suis depuis des années. Oui. Et si vous voulez, cette reconnaissance, je l'ai demandée il y a quelques années seulement. Oui. Donc j'ai une activité professionnelle depuis très longtemps. Et donc j'ai fait une très grosse dépression. Suite quand vous l'avez demandé ou... Oui. Ah oui. Oui, j'en ai fait d'autres auparavant, mais là, je me suis dit, il faudrait peut-être verrouiller un petit peu le truc au risque de perdre mon travail. Ah, c'était pour vous protéger. Voilà. Vous avez eu peur et vous êtes dit, si j'ai le statut, je serai un peu mieux protégée. Voilà. Et en fait... Et en réalité, oui. Je suis pas étonnée. Que c'est pas vraiment le cas. Donc, je comprends. Mais oui, parce que ça vous a stigmatisé. Oui. Non. En fait, je sais même pas qui réellement est au courant parce que je travaille dans une grosse société. Oui. Donc,
quelques personnes à la DRH, je pense. Oui, mais c'est pas réellement ça mon souci. Mon souci, c'est que effectivement, depuis ma grosse dépression, donc j'ai eu un arrêt de travail, une longue période, où j'ai pas travaillé. Oui. Et ensuite, si vous voulez, j'ai pas pu réintégrer le poste que j'occupais auparavant. Oui. D'ailleurs, je ne le souhaitais pas, parce que j'en étais pas forcément capable. Donc j'ai repris le travail alors que je n'allais vraiment pas bien toujours, mais bon. Et comment dire, on m'a fait faire des remplacements de personnes qui elles-mêmes étaient en congé maladie. Enfin bref, je n'avais pas, si vous voulez, pendant une certaine période de poste réellement attitré. Et ça, si vous voulez, ça ne m'aidait pas à remonter la pente. Voilà, exactement. Donc j'ai fini par prendre les choses en main, comme je l'ai toujours fait en réalité dans ma vie. J'ai toujours eu l'impression et l'obligation de me démerder, de me débrouiller toute seule, quoi. Donc à partir d'un moment, j'ai dit bon, ok, je vais tout faire pour avoir un poste à moi. Oui, donc vous êtes monté au créneau auprès de la DRH, j'imagine. Voilà. Ouais. Bon, ça a pris du temps. J'ai fait des demandes incessantes. J'ai fait un poste à un moment donné qui était assez loin de chez moi, donc j'avais à peu près 2 heures de transport. Ah oui. Et c'était non seulement fatigant physiquement, mais j'étais encore pas bien. Enfin, c'était vraiment assez compliqué. Alors que mon statut de travailleur handicapé existait déjà, quoi. Enfin, il était connu par la personne qui me suivait au niveau de la DRH. Et donc, j'ai essayé de faire appel à l'assistante sociale à l'époque. Ou au CHSCT, Non, même pas. Non, non, l'assistante sociale, mais il m'a jamais répondu. Donc, si vous voulez, la mission que j'avais assez loin de chez moi devait finalement s'arrêter parce que les personnes que je remplaçais, il y avait un mi-temps, je crois, et un temps plein. Ces personnes-là étaient revenues. Donc, le chef de service me disait, voilà, Louisa, c'est bon, moi j'étais satisfaite de vous, et la personne qui s'occupait de me rediriger ailleurs ne bougeait pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Oui, et vous avez obtenu gain de cause, alors j'ai essayé de revenir vers un poste, si vous voulez, à un niveau un petit peu moindre que celui que j'occupais avant ma grosse dépression. Oui. Parce que, disons, je pensais en tous les cas à l'époque que c'était peut-être mieux pour moi, que c'était moins et aujourd'hui, peut-être. Oui. Alors aujourd'hui, j'occupe un autre poste depuis quelques mois. Et alors là, j'ai vraiment le sentiment de m'être fait avoir. Pourquoi ? Parce que j'intègre là, si vous voulez, un endroit donc où il y a des collègues et je remplace une personne qui a eu des difficultés avec le responsable. Oui. Et j'ai le sentiment que ce fameux responsable, il fait comme si je remplaçais véritablement cette personne. Enfin, je ne sais pas comment. C'est ce qui est le cas. C'est-à-dire quand vous dites comme si parce que c'est temporaire ce remplacement. Non. Non. Normalement, je vous avez ce poste, d'accord. Voilà. Et quand vous me dites que ce super hiérarchique fait avec vous comme si vous remplaciez véritablement cette personne, de fait, vous la remplacez véritablement. Voilà. Alors, je m'explique. Oui. C'est parce qu'en fait, il y avait des difficultés relationnelles avec cette personne-là. Vous voulez dire qu'il a transféré ses difficultés sur vous, c'est ce que vous ressentez ? Voilà. C'est ça que vous voulez dire, d'accord. Voilà. D'accord. J'ai réellement le sentiment que je ne suis pas considérée comme... Vous êtes au courant de ce qui se passait avec la personne précédente ? Oui, parce qu'elle me l'a dit. Vous êtes en contact avec elle, d'accord. Je l'ai été un certain temps. Si vous voulez, le temps qu'on fasse une... Finalement, vous êtes en train de me raconter que depuis vous tombez de Caribe en Scylla, comme on dit, c'est que ça va de mal en pis, quoi. À chaque fois vous vous battez, mais finalement vous obtenez, c'est de pire en pire. Ouais, vraiment. Et
Et j'ai vraiment, je sais pas à qui m'adresser. J'ai omis de vous dire que je me suis quand même finalement adressée à une autre assistante sociale qui, elle a été vraiment très à l'écoute et elle m'a permis aussi de faire des avancées parce que j'ai eu l'occasion d'avoir divers entretiens avec la personne de la DRH. Oui. Et donc c'était uniquement des entretiens verbaux. Oui. Et elle m'avait conseillé à l'époque, en fin d'année dernière, de matérialiser les choses par écrit. Ce que j'ai fait. Oui. Donc j'ai écrit et la personne destinataire, c'est-à-dire celle qui m'avait reçue, de la DRH, a réagi de façon un peu bizarre et elle était un peu contrariée. Elle a mal pris le fait que ce soit consigné par écrit. Ouais. C'est-à-dire que vous savez, dans l'univers du travail et tout ce qui est relation avec la RH, dès qu'un salarié commence à consigner une situation par écrit, la RH se dit oulala, on va vers quoi? Est-ce que on va vers une procédure? Enfin, tout de suite, c'est un signal. Je tiens juste à préciser que c'était pas. Oui. C'est-à-dire cet écrit, c'était pas par rapport à ce qui se passait, c'était par rapport à des entretiens qu'on avait eus tous les deux. Oui. Et il m'avait promis des choses par rapport à l'évolution de ma carrière. J'entends bien. Non, mais j'entends bien, Louisa. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment, mais pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça peut être pris de cette façon-là. Donc, mais après tout, ça lui appartient, ou ça peut aussi être de votre fait de dire, écoutez, j'ai le sentiment que vous l'avez pas très bien pris, mais voilà ma démarche. Je vous réexplique le pourquoi. Ça s'est bien passé, parce que ça s'est passé au téléphone. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai senti réellement. Mais moi, j'étais préparée, donc j'ai gardé mon calme. Mon sourire s'entendait au téléphone. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui, Louisa, de pas avoir ce sentiment de vous être fait avoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, faudrait que je fasse, je pense, ce à quoi j'ai pensé, parce qu'en fait j'ai réfléchi depuis quelque temps. J'avais pensé, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais aller voir le médecin du travail. Oui. Pour lui dire quoi? Déjà pour la mettre au courant du fait de mon statut, parce que je sais pas, je pense pas qu'elle est au courant. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, on a au moins une visite par an. Et depuis, elle n'est pas au courant? Je ne crois pas lui avoir dit. C'est vrai que sur le moment, j'y ai pas pensé. Enfin, voilà. Et je me demande si c'est opportun pour moi de conserver le poste dans lequel je suis actuellement. Pourtant, c'est ça. Je veux dire, je fais un métier que j'aime bien, mais si vous voulez, je me sens pas du tout considérée et principalement par ce supérieur hiérarchique. Voilà. Parce que si vous voulez, l'ambiance, tout ça. Ça va à peu près. L'ambiance dans le service, elle est bonne. À peu près. Avec vos collègues. Moi, je suis en relation avec le public. D'accord. Et vous avez des relations très régulières avec ce supérieur. Actuellement, vous êtes en relation avec le public. Vous voyez, ces relations sont suffisamment régulières ou reviennent très souvent pour que ça vous mette mal, ou est-ce que vous arrivez à le gérer? Oui, après, c'est ce qui interroge là dans votre histoire, c'est votre capacité à vous à gérer une situation qui vous pose souci, mais dont vous savez aussi que vous pouvez pas constamment vis-à-vis d'une entreprise lui demander de revoir les conditions de votre poste, parce que vous allez finir par passer par une personne qui est jamais contente, qui pose des soucis, qui brandit son statut de travailleur handicapé pour faire valoir autre chose. Enfin, ce serait dommage de passer pour la tête de Turc aussi, parce que ça va. Je l'ai jamais fait. Grandir, vous l'avez fait au niveau de la RH, vous m'avez dit, pour bouger. Vous l'avez fait pour changer là récemment ce poste où vous remplacez cette personne. En fait, les circonstances qui ont fait que j'ai changé de poste. Vous me dites que vous l'avez dit à la DRH. Non, ce que j'ai dit, en fait, j'avais un entretien avec la DRH qui n'a pas été matérialisé parce que dans l'entourage de mes collègues, on m'a toujours dit que quand tu as un entretien avec la RH, on te fait un compte-rendu. Moi, je ne l'ai jamais eu et moi, j'ai écrit pour formaliser les choses sous les conseils de l'assistante. Mais vous m'avez dit que vous aviez demandé à bouger du poste précédent où il y avait les 2 heures de trajet, etc., en faisant valoir votre statut de travailleur handicapé. Non, alors je me suis mal exprimée, excusez-moi. Non, je l'ai jamais... J'ai peut-être mal compris, oui. Non, je l'ai jamais mentionné.
Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque... Donc en fait, c'est un non-dit entre vous et votre RH, ce statut. En quelque sorte. En fait, c'est quoi? C'est inscrit dans votre feuille de paye, enfin dans votre statut, etc. Non, c'est pas inscrit. Et d'ailleurs, si, parce que l'entreprise touche, en fait, normalement, elle a des aides, en fait, hein. Il y a des quotas. Il y a un certain pourcentage. Oui, exactement. Et donc justement, à l'époque de mon entretien qui avait précédé l'écrit que j'avais fait, je lui avais demandé, je lui ai dit, mais c'est marqué où mon statut? Alors, il était un peu étonné de ma question. Et bon, moi, à l'époque, j'étais déjà assez, faible psychologiquement. Donc, moi, j'ai donné le papier qui m'avait été remis par l'organisme. Et c'est tout, quoi. Alors, c'est vrai que sur ma fiche de paye, c'est pas marqué. Oui. Donc, je sais pas. Oui, je sais pas. Vous voyez, d'un côté, vous me dites, je suis habituée à me battre, à monter au créneau, et finalement, voilà, j'entends pas mal de détermination chez vous, et ça, je trouve ça plutôt super positif. Et puis en même temps, vous êtes aussi déterminée, et c'est là tout le paradoxe, à vous faire valoir un statut de victime, voyez, ou d'handicapé, et je suis pas tellement sûre que ça vous apporte des bonnes choses pour vous. Voilà. C'est-à-dire qu'ensuite, en cherchant à vous protéger, je crains que vous provoquiez l'effet contraire. Mais ça voilà, je prends la responsabilité de vous dire ça, j'en suis pas certaine. C'est ce que je crains quand je vous écoute. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez quand je vous dis ça? Je sais pas, j'ai pas du tout, moi, ce sentiment. Oui. Parce que, en fait, ce statut-là, j'aurais pu le demander il y a 13 ans de ça, et j'ai dit à mon psy, non, je veux pas. Et là, je l'ai fait parce que, si vous voulez, j'avais peur de me faire envoyer, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai bougé d'un poste à l'autre sans rien dire. Et quand je lis les choses que fait ma société pour les personnes handicapées, je me dis que c'est pas la réalité, et que moi, en tant que personne reconnue, je ne suis finalement vous l'êtes pas. Oui, voilà. En fait, vous l'êtes pas. En fait, c'est ça qui m'a fait cheminer comme ça. Je comprends. Vous savez ce que c'est? C'est que quand j'ai vu l'assistante sociale, elle m'a dit que mon statut, si on me proposait jusqu'à, 3 postes que je ne pouvais pas faire, il y avait des conséquences. C'est-à-dire que la boîte, au bout d'un moment, elle devait considérer que j'étais quelqu'un, entre guillemets, d'invalide. Et c'est peut-être ce truc-là qui fait un cheminement dans ma tête, et je me dis, il faudrait peut-être à un moment ou un autre que je dise... oui, c'est-à-dire que vous êtes entre deux. Ça me convient pas. Oui, en fait, c'est que d'un côté, vous l'avez, mais vous le faites, vous en servez pas, ou il est pas utile. Voilà. Ouais, pas utile. Et vous dites, et vous dites, tant qu'à l'avoir, autant en faire quelque chose. Et pas que ça reste un tabou. Autant que ça me serve. C'est ça votre idée. Oui. Mais c'est pas tout ça, c'est parce que je me sens extrêmement mal actuellement. Je comprends. Donc ça, pour dans vous, le cadre du travail. Voilà. Donc pour vous, ça vous procurerait la reconnaissance dont vous avez besoin. Vous êtes en manque de reconnaissance au travail, et ou vous au moins une solution. Une solution. Pas forcément changer de poste, oui, je comprends. Mais Louisa, alors, ce que je vous propose, c'est que parlez-en effectivement au médecin du travail, mais en lui demandant conseil de l'intérêt ou de l'opportunité de le faire valoir ou pas. Il connaît bien votre entreprise, parce qu'un médecin du travail, il est attaché, voilà. Il les connaît, il sait comment ils fonctionnent. Soyez prudente, voilà. Pour vous, par rapport à vous. Mais lui, il est tenu au secret médical, donc vous pouvez avoir une franche discussion avec lui en disant, en lui racontant ce que vous me dites finalement. Si je me sens pas reconnue, j'ai ce statut, c'est vécu comme un tabou et un non-dit. J'ai envie que ça me serve entre guillemets, d'en faire quelque chose. Vous me conseillez ou pas de le faire valoir? Est-ce que il y a un risque que ça me desserve ou le contraire? Vous voyez, essayez d'enquêter un peu. Je pense que c'est important. Bon courage, Louisa. Merci Bonne chance beaucoup. à vous. Bonsoir. Bonsoir.
vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice en direct dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Paul et Fabrice à la réalisation. Europe 1. Sophie Peters. Et puis un petit message d'Annie qui nous conseille et qui souhaitait partager avec nous un petit livre merveilleux, nous dit-elle, en édition Pocket, Leçon de vie d'Elisabeth Kubler-Ross. Merci Annie. Vous êtes là, Dino ? Oui, je suis là. Bonsoir Dino. Sophie. Ça va bien ? Oh oui, moi très bien. Et vous ? Bon, un petit peu moins. Un petit peu moins. Voilà. Ce soir, je suis allé à un dîner. Je ne sais pas si je dois vous dire à peu près les convives qu'il y avait. Peut-être pas, non ? Non, je plaisante. 5 ou 6 personnes. Oui. Donc quelqu'un qui est de la famille de mon ex-ami, oui. avec qui j'entretiens de très bons rapports. Il y avait son père, sa mère et une dame qui fait du théâtre. Et il me semble que cette dame, il me semblait, voulait un petit peu, comment on peut dire, me prendre pour une tête de turc un petit peu, et on commençait un petit peu à être un petit peu aigre, et puis après ça s'est vraiment gâté. Alors, ah oui ? Racontez-moi un peu. C'est-à-dire, on a parlé de choses idiotes, c'est toujours avec des choses idiotes et qu'on ah oui, toujours. On a parlé d'actrice. Oui. Elle fait du théâtre, moi j'en ai fait, mon ami en a fait, la sœur de mon ami en faisait aussi, et elle disait qu'une femme de 50 ans ne pouvait pas jouer le rôle d'une femme de 25 ans. Oui. Alors naturellement, je lui ai dit que non, du tout. Je lui ai dit qu'il y avait des grandes actrices qui avaient... Oui. Alors naturellement, comme j'ai 69 ans, moi j'ai connu Edwige Feuillère qui faisait Madame Camélia. Oui, elle avait 75 ans quand elle le faisait. Voilà. Alors elle dit non, c'est pas possible. Alors avec un air cassant, et ça en finit en dispute jusqu'à ce qu'on me reproche que j'étais très arrogant. C'est-à-dire, quand vous dites ça finit en dispute, vous avez répondu quoi ? Essayez de m'en dire un peu plus. C'est-à-dire, elle a dit ça, vous avez répondu quoi ? J'ai absolument pas voulu baisser pavillon. Voilà, oui. Voilà. Oui. C'est un petit peu mon caractère. Non, mais pourquoi pas ? Oui, c'est-à-dire. Oui, j'ai 69 ans et j'ai cette habitude, parce que j'ai un petit peu l'habitude de... comment on peut appeler ça ? Je me verrais bien discuter avec Catherine Ney, vous voyez, pendant 20 minutes. Vous avez des arguments, en tout cas. Voilà, c'est ça. Vous aimez argumenter. Oui. Peut-être que dans un repas, on ne doit pas faire ça. Mais non, ça dépend. C'est-à-dire, on peut tout à fait... Il y a une grande différence entre le désaccord et le conflit. Vous voyez, on peut être en désaccord et ne pas être en conflit. Et ça a tourné au conflit. Alors, c'est là que c'est intéressant. Elle m'a reproché des choses d'une dame que je connais pas trop, en disant mais vous coupez toujours la parole à tout le monde et vous savez tout et je suis pas d'accord avec vous. Elle s'est sentie agressée. Voilà. Et du coup, elle vous a agressé. Oui. Et vous, d'accord, que ça vous arrive, que vous avez le sentiment que vous provoquez ce genre de situation, ou que vous retrouvez dans. Je ne crois même pas que c'est un sentiment, c'est un résultat, tout simplement. Ah oui, oui, ça vous arrive souvent. Pas souvent, mais ça peut être assez violent, parce que ce soir, je suis quand même parti. Vous avez quitté le dîner, du coup. C'est-à-dire que, non, j'ai pas quitté le dîner, c'est-à-dire que la sœur de mon ex-ami, m'a dit, de toute façon, c'est toujours comme ça avec vous, ce qui n'est pas vrai, de toute façon. Si vous n'êtes pas trop content, vous n'avez qu'à partir, ce que j'ai fait. Voilà, naturellement, pour moi, je n'avais rien d'autre à faire que ça. Hein, j'ai pris mon sac et puis assez penaud, je suis parti. Oui, c'est triste quand même. Oui, c'est désagréable. C'est très très désagréable pour moi, surtout que moi il me semblait que cette femme qui a une 50aine d'années, c'était quelque chose qui devait un petit peu la réjouir, qu'on puisse encore jouer des rôles
à 50 ans d'une femme de 24. Et non, mais je pense que j'aurais pu dire que la lune était verte, elle m'aurait dit que la lune était rouge. Voilà, voilà. Ce qu'il y a, Dino, vous voyez la grande différence entre être en désaccord ou être en conflit. Être en désaccord, c'est constater que on ne partage pas le même point de vue sur un sujet, mais ça ne change pas le fait que on puisse avoir, on va dire, chacun raison. C'est-à-dire que on discute d'un sujet. Là, en l'occurrence, c'est voilà, qu'une femme d'un certain âge ne peut pas jouer le rôle d'une jeune fille de 20 ans. Vous pensez que c'est tout à fait non seulement possible, ça c'est déjà fait, et que ça ne vous choque pas. Elle est en train de vous dire que finalement, ça la choque. C'est-à-dire, elle n'est pas d'accord avec ça. Hein, vous me suivez? Oui, c'est-à-dire que... Elle vous a pas dit que ça n'existait pas, elle vous a dit que c'était incongru au théâtre, c'est ça? Oui, surtout au théâtre. Si elle m'avait dit au cinéma, j'aurais compris. Mais au théâtre, il y a Isabelle Huppert en ce moment qui joue au rôle de Marivaux et qui a plus de 2 fois l'âge du rôle. Bien sûr, mais si vous laissez pas tant l'effet que quand on rentre comme ça dans un conflit, c'est que chacun veut avoir raison sur l'autre. Le conflit, il arrive pourquoi? Il arrive parce que vous êtes sûr de ce que vous dites, elle a sa conviction, vous avez la vôtre. Et chacun voudrait que l'autre, avec lequel il discute, soit d'accord avec lui, c'est-à-dire se range à son propre argument. Or, on peut constater dans une discussion que, effectivement, chère madame, vous avez tel point de vue, et j'en ai un autre, avec un grand sourire, vous voyez? Oui, mais ça a vraiment tourné au vinaigre, parce que je pense, oui, dites-moi. Cette soirée où c'est intéressant, parce que ça arrive. J'étais en train de l'écrire pendant que je vous téléphonais, je voulais l'écrire, parce que je dis ça va tout s'échapper. Je pense qu'il n'y avait rien à y faire. Je pense que cette dame, qui me connaît déjà, c'est pas la première fois qu'elle me voit, mais on l'a peut-être averti en disant il va y avoir celui-là, un tel, tu verras, il est comme ça, et tu vas te le payer. Voilà, c'est ça l'impression que j'ai eue. C'est ça qui m'a fait. Je veux pas me disculper. Non, c'est pas, on n'est pas là-dedans. Mais quand vous dites, vous arriviez déjà avec un a priori, vous saviez déjà des choses. Ah, sur elle, non. Non. Elle était plutôt sympathique la dernière fois que je l'ai vue. D'accord. Je l'avais vue sur scène. Elle tenait le rôle d'une femme on aurait pu penser qu'elle avait 30 ans. Et elle en a, je sais pas, elle doit avoir 54-55 ans, cette femme, assez jolie d'ailleurs. Et ça m'a étonné un petit peu qu'elle ait sauté sur ça, en disant mais non, mais enfin bon. Est-ce qu'elle s'est pas sentie visée? Est-ce qu'elle parlait pas d'elle? Est-ce que vous touchiez pas quelque chose qui la mettait mal à l'aise? J'ai eu le tort de dire, parce que vous voyez, je vous parlais de Catherine Ney. Vous savez que Catherine Ney, c'est une polémiste. Oui. Et je suis un polémiste aussi. Alors je dis, madame, je crois que ce qui se passe ce soir, c'est que c'est vous qui avez un problème avec votre âge. Et ça, je crois que je n'aurais pas dû le dire. Oui, mais Dino, là, c'est pas une histoire de polémique, là. Là, c'est un jugement. C'est accusateur. Vous voyez, il y a un truc qui est pas OK dans une discussion à plusieurs avec une personne. J'étais obligé enfin, j'ai obligé. On n'est jamais obligé de rien, mais non, on n'est pas obligé. Voyez, c'est vrai, vous avez raison. Mais elle m'avait tellement piqué sur beaucoup de choses que j'ai dit il faut qu'à un certain moment, je peux pas. Il aurait fallu, avec la sagesse de quelqu'un de 69 ans. Naturellement, je n'ai pas. Est-on jamais sage? On n'est jamais sage. Rien dire et puis penser à autre chose, quoi. Voilà, non, juste constater que vous n'étiez pas d'accord et irréconciliable sur ce sujet. Vous voyez, quand vous constatez dans une discussion, dire ok, vous avez tel point de vue, j'en ai un autre. Ça ne nous pousse pas à nous taper dessus ou à être en conflit. On a le droit d'être en désaccord. Être en désaccord, c'est reconnaître qu'on est différent. Et nous sommes différents. On peut pas être tout le temps d'accord avec tout le monde. On a eu ce langage tous les deux à un certain moment. Elle m'a dit mais pas gentiment comme vous le dites avec votre voix charmante. On n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord. Voilà. Bon. Alors moi, avec un grand sourire. Alors c'est là vous voyez l'histoire de la sagesse. Vous disiez oui c'est vrai on n'est pas d'accord mais en même temps c'est pas grave on peut boire un coup de rouge et on est en train de dîner et tout va bien. Peut-être le dîner était bon d'ailleurs. Je suis tout le temps en train d'essayer de faire du charme, ça marche pas mal, et bien ce soir j'ai pas réussi. Oui, mais peut-être vous voyez ça. Pourquoi pas en soi, vous voyez, c'est pas grave et je trouve ça plutôt sympathique que vous appeliez l'antenne pour qu'on parle de ça, parce que je crois que ça nous parle à tous et ça nous arrive à tous. C'est que à un moment donné, on rentre en conflit parce que l'autre vient aussi toucher quelque chose
on se sent attaqué personnellement. Oui, et dans ce cas-là, vous vous êtes senti chacun attaqué. Je suis en train de chercher ce qui a pu me... Ah, c'est intéressant, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être son ton, peut-être aussi. Quelqu'un qui... allez, ne soyons pas modestes, qui a du charme, qui sait en jouer. Oui. Elle n'a pas reconnu mon charme ce soir et peut-être que je lui en ai voulu. Voilà. Ah oui, peut-être. Oui. Vous êtes senti pas accepté, pas reconnu. Ça marchait pas. Oui, et donc votre besoin de reconnaissance par elle, vous êtes passé en force, vous savez, c'est souvent ça. On ne se sent pas reconnu. Mais c'est en parlant avec vous là, que je peux démêler un petit peu autrement. Autrement, c'est très brut de décoffrage quand ça se passe comme ça. Je suis parti vraiment très, très, très meurtri. Et il y a de quoi. parce que je sais ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on rencontrera cette dame, je serai obligé de plus lui dire bonjour, ni elle, ni la sœur de... mais alors peut-être que vous pouvez vous fendre d'un petit mail ou d'un petit message sans vous aplatir. Hein. L'idée, c'est pas simplement des excuses assez sobres pour dire que vous êtes sincèrement désolé de ce qui s'est passé et que telle n'était pas votre intention, ni d'être dans l'arrogance et que vous avez été touché, que vous avez pas gérer la discussion et que sans doute il y a comme tout être humain des moments où les choses nous échappent. Il faut que je jauge un petit peu. Sobrement, je vous dis pas non plus de la jouer trop. Non. C'est-à-dire il faut que je jauge pour savoir si c'est une femme qui est capable de recevoir un message comme ça. C'est pas grave ça. Non mais ça n'a aucune importance, ne jaugez pas. Alors justement, vous voyez là, vous êtes en train de vous dire OK, je fais à condition qu'elle soit capable de non, parce que là vous êtes dans le système de l'autre et vous n'êtes pas chez vous. Là ce que je vous propose c'est important pour vous. Vous le faites pas pour elle, vous le faites pour ce qui s'est passé. Vous le faites pour vous et ce que vous avez vécu et ce qui s'est passé. Peu importe, peut-être qu'elle n'a pas, comme vous dites, la capacité d'accueillir ça, mais ça lui appartient, c'est sa liberté. C'est son territoire là, vous voyez, c'est plus chez vous. C'est très dur ce que vous me demandez. Dites-moi, pourquoi c'est très dur ? Mais parce que c'est une chose qui est... Pourtant, je suis pas un méchant homme, vraiment. Non, mais c'est pas une histoire de méchanceté. Il n'y a pas une histoire. On peut penser, vous savez, quand les gens sont arrogants, si je donne l'image de quelqu'un d'arrogant, on peut dire celui-là, il était quand même, c'est pas possible. On va dire il est désagréable, ou il est mal luné, ou méchant, je sais pas. Mal luné, non, mais plutôt ce côté pédant, pas pédant. Pédant, ça veut dire connaître quelque chose et vouloir arracher le morceau par force parce on connaît mieux que les autres, peut-être. Bon, c'est pas toujours ça, franchement. C'est aussi une histoire de reconnaissance. Non, mais c'est une histoire de reconnaissance. On rentre en conflit parce qu'on voudrait que le fait que l'autre soit d'accord avec nous reconnaît. Or, en fait, c'est là où on fait fausse route. C'est que la reconnaissance ne passe pas par le fait qu'on soit d'accord. Vous voyez, on peut être reconnu sur plein d'autres... Ce que vous dites là, on en est toujours à dire si je vais y avoir un petit mot ou pas. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans cette soirée, je m'attendais à passer une très très bonne soirée déjà. Voilà, bon. On parle de théâtre, j'adore ça. On a parlé de New York, j'adore ça aussi, mais on a commencé sur New York, alors moi je n'y suis jamais allé, et la dame, elle y est allée souvent. Et j'ai eu le malheur de dire, bon, vous êtes allé à New York, c'est bien, mais avec un air, mais je ne peux pas, peut-être, je un peu jaloux. Mal, comme ça. Je lui dis, mais vous me dites, elle me dit, à New York, si vous n'allez pas à Manhattan, c'est pas la peine d'aller à New York. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais alors, elle s'est adressée à moi. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, j'irai à Manhattan si je vais à New York. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Manhattan ? Il a suffi que je dise ça pour qu'elle me dise, mais comment, qu'est-ce qu'il y a vous avez qu'à aller à Manhattan, mais vous verrez, il y a tout. Ne serait-ce que vous regardez les maisons, le ciel. C'est donc ça, vous voyez qu'il n'y avait pas le côté artiste. Ça, c'est avant de passer à table. Donc ça s'est calmé parce que... Elle s'est sentie provoquée par votre question. Vous voyez dire qu'est-ce qu'il y a à voir à Manhattan, que tout le monde se connaît, des images de Manhattan, même sans y être allé. Donc c'était de la provoque, ça. Vous voyez, avez tout à fait raison. C'est un peu de la provoque. Est-ce que c'est de la provoque, ça ? Un peu, oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Manhattan ? C'est comme si vous me disiez qu'est-ce qu'il y a à voir à Rome, quoi. Je lui ai dit avec un air tout à fait. Mais je joue mal, peut-être au théâtre. Non, mais vous jouez au chat et à la souris. Vous êtes le chat et vous étiez en train de donner des coups de patte à la souris pour voir ce que ça fait, quoi. Oui, je lui ai dit, comme si je demandais un conseil. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Manhattan ? Et ça l'a mise dans une fuite. Oui, parce qu'elle s'est sentie provoquée dans son savoir. C'est-à-dire, elle n'a pas su me répondre. Vous comprenez ?
Parce que pour elle, c'était tellement évident. C'est comme si vous me dites, qu'est-ce qu'il y a à voir à Rome? Alors je vous regarde et je me dis, soit il est idiot, soit il se fout de moi, soit il me cherche. Enfin voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a à voir à Rome? Bon écoute, je sais pas moi, comment te dire, qu'est-ce qu'il y a à voir à Rome? Vous voyez, donc c'est un peu, donc c'est juste que elle l'a senti comme prouve-moi. C'est comme si vous lui aviez dit, prouve-moi que c'est intéressant d'aller voir Manhattan. Elle s'est sentie sans doute, c'était provocateur, quoi. Mais peut-être que ça vous va, peut-être que vous aimez, mais à ce moment-là, faites une pirouette, riez-en, en disant je suis désolée. Peut-être que ma question, vous voyez, soyez bon joueur si vous jouez. J'ai l'habitude de faire ça et ce soir je l'ai pas fait. J'ai pas fait de pirouette. J'étais pas en état de faire des pirouettes. Parce qu'elle vous plaisait cette femme, Dino? Non, pas du tout. Alors il faut que je vous dise que je suis homosexuel. Oui, peut-être non mais parce qu'elle dire aïe. Ah non, je vous dis rien du tout, moi. Non, pas aïe, rien. Non, quand je dis, elle vous touchait, oui. J'ai rappelé mon ami qui était là-bas, resté au dîner, et j'ai dit, tu sais, Serge, on aime les vedettes, les artistes comme, on va quand même se citer des noms, on va se citer Catherine Deneuve, tout ça, les femmes âgées parce qu'on est homosexuel. Donc on accepte très bien qu'une femme puisse jouer le rôle d'une femme de 25 ans. Vous savez, on peut ne pas être homosexuel et l'accepter. Tiens, il y a Pierrette, elle extra. Elle envoie un petit message en disant, j'ai 78 ans et j'ai joué une maîtresse d'Henri IV. Je vous fais un petit coucou, dit Pierrette. Voilà. Je fais une bise à Pierrette. Voilà. Une bise à Pierrette. C'est sympathique, elle a un joli prénom en plus. Oui. Pierrette, voilà. Mais vous voyez, Dino, en fait, ce qui serait intéressant, parce que si vous me dites que c'est une situation que vous rencontrez de temps en temps, c'est intéressant de vous demander deux choses. D'une part, ce que vous cherchez, si c'est joué, pourquoi pas, mais vous voyez à ce moment-là que ce soit assumé comme un jeu, et vous serez libre dans le jeu, c'est-à-dire quand vous voyez que ça tourne mal, vous pouvez justement agir avec la fameuse pirouette. Puis sans doute la deuxième question aussi à vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe en moi quand on n'est pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça provoque en moi d'abîme éventuel, de tristesse peut-être, de dépit, de tellement, j'en sais rien. Là, je vous donne des choses en vrac, mais qu'est-ce qui se passe quand on est avec passion, là. Oui. Non, je vous écoute. Non, mais de vous demander qu'est-ce que ça provoque chez moi, parce que vous voyez le besoin d'avoir raison quand on est dans une discussion, c'est un besoin d'exister. C'est souvent sur des sujets à fort enjeu. Oui, comme vous me dites, il y a deux sujets qui vous passionnaient, c'était New York et le théâtre, et comme par hasard, vous vous disputez autour de ces sujets parce que pour vous, le sujet est un enjeu important. Ah, oui, en plus le théâtre, c'est un sujet que vous connaissez bien, donc c'est important pour vous. Plus le sujet est d'importance, plus on a tendance à risquer des conflits, parce qu'on est pris dedans. Oui. J'ai pensé à un certain moment, quand j'ai parlé d'actrices d'un certain âge, on parle toujours de théâtre, pas de cinéma, parce que c'est pas possible, quelqu'un de 50 ans ne peut pas jouer le rôle de quelqu'un de 25 au cinéma. Alors que j'ai entendu sur Europe 1 ce matin, a contrario, j'ai entendu Isabella Gianni qui joue dans sous les jupes d'une femme, je crois. D'une fille, oui. D'une fille, elle a dit je joue le rôle d'une femme de 25 ans. Mais vous voyez, Dino, vous êtes en train de me donner des arguments comme si vous vouliez me convaincre que vous avez raison de penser ce que vous pensez, et que d'ailleurs c'est vrai, puisque vous me dites il y a Gianni, il y a machin. Oui, c'est un peu vrai. Par contre, je pensais que ça allait lui faire plaisir, et j'ai été assez Marie. Bon, c'est un vieux mot, ça, oui, Marie. Mais c'est joli, j'aime bien, j'adore. Oui, ça vient du théâtre. J'ai été assez Marie que ça marche pas, parce que je suis quand même quelqu'un qui adore plaire. Je crois que c'est ça aussi mon défaut. Oui, c'est ça, c'est de la reconnaissance. Et peut-être l'arrogance vient aussi. Non, mais vous n'avez pas été reconnu. Et vous avez et ça vous a d'autant plus énervé que là, d'ailleurs, vous continuez à me citer des faits, enfin des choses réelles, vous me citez le rôle de Gianni, etc. Vous êtes en train de me citer des éléments qui prouvent que vous avez bien raison. Vous voyez, vous êtes en train de me dire, mais quand même, j'avais raison. Mais peu importe, vous voyez, en fait, c'est ça, lâchez ça. Ok, peut-être, bien sûr, vous avez raison, mais il se trouve qu'elle n'est pas d'accord avec vous.
il n'est pas d'accord. De toute façon, j'aime pas, je veux pas tellement, disons, renouer avec cette femme. C'est les gens qu'elle connaît, que je veux, avec qui je veux rester copain, vous comprenez. Elle, même si je ne la vois plus, c'est pas très grave. Je peux aussi, par élégance, lui envoyer un petit mot en disant, écoutez, je suis désolé que ça soit passé comme ça. J'aurais préféré que ça se passe d'une autre manière et qu'on parle du théâtre. Voilà, ça, je suis absolument capable de le faire. Voilà, mais ça va quand même me coûter. Je le ferai de toute façon. Oui, ça me paraît important. Parce qu'il y a que cette solution, je pense. C'est ça, en plus. Si je veux réparer un petit peu des dégâts cette petite soirée a l'air d'être anodine, mais elle ne l'est pas du tout. Non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas pour vous, en tout cas. Oui, moi c'est ça que je voudrais que vous. Moi, oui, voilà. J'aimerais bien que vous compreniez ça, oui. Voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé d'ailleurs. Oui, c'est bien fait. Je suis vite arrivé chez moi et il fallait absolument le 39-21. Une voix amie, tout de suite, voilà. Oui, c'est possible. Je m'attendrai quand même aux 2 jours, 3 jours. Je vais pas me précipiter quand même. Voilà. Je sais pas si non, n'attendez pas là. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud, parce que si vous attendez ça. Vous voyez, il vient de se passer quelque chose. Je pense que même, alors peut-être pas ce soir si vous le sentez pas, mais demain matin, un petit mail, un petit message, un petit coup de fil, qui montrera à la fois votre élégance, mais j'en doute pas, mais surtout qui montrera aussi votre capacité à prendre la mesure juste de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pas le premier, il n'est pas dans l'histoire de l'excuse, mais que vous teniez compte. C'est tenir compte des autres. C'est vous êtes important pour moi, ce qui s'est passé est important. C'est ça le signal. De la même façon que vous souhaitez être reconnu, si vous donnez un signe de reconnaissance aux autres, vous allez être reconnu. C'est ça aussi la reconnaissance. C'est je reconnais les choses. Et ça, ça me paraît un principe important pour vous. Et puis sous ce jour-là que je n'avais pas vu, en arrivant furibard quand même chez moi. Oui, bien sûr, parce que c'est désagréable. Très, très, très blessé. Quoi. Mais oui, voilà, il y a de quoi. Non, mais c'est... si j'avais pas cet âge-là, j'aurais écrasé une petite larme. Peut-être que j'ai écrasé d'une larme, je ne me suis pas aperçu. Oui, non, mais je comprends, parce que c'est douloureux. En plus, vous savez, il y a un petit mélange dans ces cas-là, de sentiments de honte, en se disant, zut, quoi, c'est trop bête, enfin, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, voilà. C'est trop bête. Voilà. Oui, c'est désagréable. Quand on voit le gâchis que ça peut faire dans une soirée comme ça, je dis, non, c'est vraiment, j'en plein notre mot, c'est vraiment très con, quoi. Je dis, c'est pas possible. Tant mieux, faites-en quelque chose. Vous savez, c'est pas le problème des choses qui nous arrivent, qui sont importantes, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc faites-en quelque chose pour vous et pour la relation avec vos amis. C'est bien. Hein? Voilà. Je vous laisse avec ça. Bonne nuit, Dino. Dormez bien. Oui, pourquoi pas. Je vous fais une bise et puis je suis très content de vous avoir eu au téléphone. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. Alors Dino, si vous nous écoutez, et toujours avant de vous coucher pour terminer un peu la soirée de façon plus apaisée. Il y a Nana qui dit, comme on dit chez nous, de personne qui veut toujours avoir raison, c'est une personne qui aurait cassé les 4 pattes d'un canard. Moi, je trouve ça très amusant parce que on connaît l'expression ça casse pas 3 pattes à un canard, mais casser 4 pattes à un canard, voilà, je trouve ça vraiment amusant. Et puis alors, Pascal qui dit vous êtes Marie, Dino, vous n'étiez pas d'accord, c'est votre droit tous les deux. Marie, chez nous, ma grand-mère utilisait souvent ce mot en patois. Vous tournez en rond, chacun ses idées, allez, il y a plus grave dans la vie. Bonne nuit à vous, Dino, et merci aux auditeurs pour leur message. Anne-Marie, vous êtes là ? Oui. Oui, bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Sophie. Voilà, ça ne va pas très bien ce soir. Oui. J'ai perdu mon mari le jour de Pâques, il y a donc 1 mois et demi à peu près. Ouais. Il s'est suicidé par pendaison. Oula. Et c'est très difficile c'est dur. À accepter. Je comprends. Vous étiez ensemble depuis combien de temps, Anne-Marie ? 54 ans. 54 ans. Il supportait pas de vieillir, il était très déprimé. Eh ben oui, ça faisait 3 ans et demi que je le portais à bout de bras, comme on peut dire. Il a fait l'hôpital psychiatrique. Il était en hôpital de jour après. Et il y a 3 ans et demi, il a eu 3 opérations coup sur coup. Avec anesthésie naturellement, un anévrisme abdominal. Et depuis là, il était très dépressif depuis là.
Ah oui, c'est son opération qu'il a. Je pense toutes ses interventions, surtout les anesthésies, quoi, bien sûr. C'était un homme avant très très actif, très vif. Oui, très actif. Oui, c'était son plaisir, c'était les champignons, la pêche, la chasse. Oui, c'était un bon vivant et du jour au lendemain, il a pu supporter. Ouais. Voilà. Ouais. Et peut-être aussi qu'il ne supportait pas de se voir diminuer. Oui, c'est ce que je comprends en vous écoutant. Ouais. Oui. Ce qui n'empêche que pour vous, c'est terrible. C'est terrible parce que il en parlait. Oui. Mais il en parlait d'une façon 15 jours avant, il me dit bah, tiens, je vais voulu aller me noyer, mais l'eau était trop froide. Et les médecins qui le suivaient n'ont pas su interpréter ces alertes? Non, parce que c'est pareil, il leur en parlait, mais de façon pas comme ça, quoi, de façon très peu. Comment dire, on ne le croyait pas. Et il me disait, je n'en ai pas le courage, il faudrait que tu m'aides. Ah oui, donc vous pensiez qu'il ne le ferait pas. Voilà, lui-même disait, j'ai pas le courage. Oui. Parce que vous savez ce qu'on dit, enfin, en psychologie, sur le suicide, c'est qu'on sait qu'avant l'acte, en fait, la personne débute un projet. Et plus le projet, et justement, c'est important d'entendre ces petits signaux, quelquefois qu'on n'entend pas forcément, où en fait la personne est en train de fabriquer un projet et à un moment donné, l'action lui apparaît comme quelque chose d'évident, c'est-à-dire la seule solution pour s'en sortir. C'est ce qui fait qu'elle passe à l'acte, en fait. Oui, et puis il disait aussi, ce serait la seule solution parce que je souffre trop, voilà. Ouais. Et donc, vous voyez, il a préparé petit à petit dans son psychisme, et puis un jour, il passe à l'acte. Oui, mais vraiment, même les psys qui l'ont suivi ne pensaient pas qu'il passerait à l'acte, et moi non plus. Oui, vous non. Loin de là. Comment j'allais dire comment vous vous sentez, non, bien sûr triste, mais qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, son geste, un sentiment d'abandon, de trahison, de culpabilité, de ne pas l'avoir entendu? Quand je l'ai vu, parce que c'est moi qui l'ai découvert, oh là là. Quand je l'ai vu, c'était un choc, vraiment, choc. Parce que donc, le jour de Pâques, on était invité chez mon frère qui habite à 500 mètres. Et puis, une heure avant, mais il avait préparé. Hein. Oh là là. Mais moi, je l'ai découvert après, quoi. Oui. Il me dit, oh, non, j'y vais pas parce que je suis mal. Bon, il parlait toujours d'angoisse, qui lui faisait très mal. Il prenait des médicaments. Ah oui, il avait des antidépresseurs. Oui, bien sûr, oui. Et puis... je lui dis, oh, t'es quand même pas gentil parce que tu aurais pu venir manger avec nous et puis je te ramenais après. Et puis, je lui dis, tu vois, je suis encore trop bonne parce que je te sors à manger du congélateur pour que tu puisses manger. Mes dernières paroles. Et ça, je me les reproche. Ah oui, je comprends. Ouais. Parce que, voilà, c'est... Oui, Marie, vous avez les paroles d'une personne... j'allais dire qui va bien, c'est une façon de dire, mais qui fait appel au bon sens de l'autre, mais qui n'est plus dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire que vous êtes dans votre logique, mais il est déjà plus là-dedans. Oui. Donc vous avez raisonné comme on dirait un enfant, écoute, arrête de faire un caprice, écoute, je suis encore sympa, voilà, je t'ai préparé ton dîner, et ça me fait de la peine, quoi. Vous avez parlé de vous. Voilà, oui. Mais il pouvait pas l'entendre. Oui. Et donc vous avez raisonné sur votre mode à vous, en pensant que c'était comme ça qu'il fallait dire et faire. Je me reproche parce que c'est les dernières paroles que j'ai eues qui ont été un peu agressives, quoi. Oui, mais ça n'aurait rien changé. Oui, c'est pas parce que vous auriez dit d'autres paroles. Oui. Il l'a préparé depuis longtemps, son passage à l'acte. C'est pas, ça vient pas d'un seul coup, comme ça. Non, je sais, mais bon. Et donc il était dans son projet. Donc je comprends que pour vous, voilà, c'est douloureux parce qu'après on se dit mais si on savait, on sait jamais. Vous voyez, vous pouviez pas vous dire il faut que je lui dise autre chose parce que vous avez envie de secouer. Vous vouliez, dans votre logique à vous de personne qui n'a pas de problème de ce type, c'est vrai que le réflexe, c'est comme on fait avec on peut faire avec un enfant ou un ami, on dit allez, secoue-toi, quoi, on sort, on y va, fais un effort.
pendant 3 ans et demi, comme je vous dis, je l'ai porté. Hein. Ah oui. J'avais des responsabilités. Mais c'est très compliqué d'accompagner quelqu'un comme ça qui va très très bien. Ah oui, je crois qu'il faut passer par là pour le comprendre. Ah oui, ça a dû vous épuiser. Ah, d'abord les psys m'ont dit, mais on avait peur que vous craquiez. Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital de jour, pour moi, un petit peu me faire du bien. Enfin, Bah oui, vous soulager un peu, bien sûr. Ça me faisait même pas de bien parce que non, de voir aller mal. Trop dedans. J'ai abandonné, j'avais des responsabilités nationales, au niveau national. J'ai abandonné tout ça parce que je pouvais pas le laisser tout seul. Oui, je comprends. Ouais. Oui, c'est très, très, c'est très pesant, c'est très, de suivre un malade comme ça. Oui. Et puis ça doit tourner dans votre tête toute l'histoire, les dernières années, tout le chemin. Hein, oui, tout le chemin. Oui. Vous parlez à quelqu'un, vous êtes aidée un peu, Anne-Marie? Justement, j'ai été beaucoup aidée pendant cette dépression par une psychothérapeute et elle est partie en retraite. Ah, zut. Donc c'est dommage parce que... Ah, oui. Et vous avez essayé quand même de rappeler ce psychothérapeute, peut-être qu'exceptionnellement... Mais non, parce qu'elle est partie dans le midi, puis moi j'habite dans l'Est. Ah zut, d'accord. Oui, alors je ne peux pas. Et pendant ces 3 ans aussi, ma fille a fait un cancer. Donc, j'ai une nièce qui est morte il y a 6 mois d'un cancer aussi, une nièce qui était très proche. Donc, je crois que tout et j'ai resté très forte, je pense, parce que je n'ai pas voulu craquer. Je dis bien, je n'ai pas voulu, parce que j'aurais pu me laisser aller. Oui, je comprends. Oui, bien sûr, c'est une décision. Mais, vous avez raison de parler comme ça. Ouais. Et je pense que maintenant, il ne me faudrait pas grand-chose pour craquer. Je ne le veux pas quand même. Parce que je ne veux pas... J'ai 2 enfants, je ne veux pas les... mais il faudrait que vous trouviez un psychothérapeute avec lequel vous êtes bien pour vous soutenir. Là, vous avez besoin d'un soutien. Mais ce qui m'embête, de retrouver un autre psychothérapeute, enfin celle que j'avais eue m'avait donné un autre nom. Oui. Et ça m'embête parce qu'il faut répéter tout. Je comprends, voilà. Oui. Alors j'ai pas envie de... Oui, mais voyez là, par exemple, vous m'appelez, voilà, on passe quelques minutes ensemble. Oui. On n'a pas, on peut accueillir quelqu'un dans l'histoire où il est, au moment où il est. Oui. Vous n'êtes pas pour que on puisse vous accueillir ou vous comprendre. On n'a pas forcément besoin justement que vous nous racontiez tout par le menu. Et puis petit à petit, les mots vont venir. Vous allez peut-être même vous étonner de raconter les choses différemment. Ou, vous voyez, c'est pas, comment dire, il n'y a pas un exercice qui consiste à dire il faut que le thérapeute sache tout pour me comprendre. Il accueille qui vous êtes au moment où vous êtes, avec ce que vous êtes. Et c'est ça qui peut vous faire du bien. C'est juste d'être accueilli. C'est sûr, oui. Parce que, j'ai énormément d'amis, je suis très entourée. Je suis seule à la maison, mais j'ai mes enfants. Ma fille qui a pas mal de problèmes de santé, je veux pas l'ennuyer. Mon fils est quand même pas mal loin, donc je veux pas l'ennuyer non plus. Et j'ai beaucoup d'amis, on est une grande famille, j'ai mon frère qui vient tous les jours. Mais je n'ai pas envie de les ennuyer avec mes... Vous ne les ennuyez pas, Anne-Marie. S'ils vous proposent, s'ils vous proposent et qu'ils sont là, c'est qu'ils se sentent capables de vous aider. Et ça, c'est important. Quelquefois, on croit qu'on ennuie les autres avec nos soucis, mais ils sont heureux aussi de pouvoir aider quelqu'un qui a besoin. C'est ça c'est là où on se sent aussi soi-même utile ou heureux de pouvoir aider. De cette façon-là, oui, je suis... de la même façon que vous pouvez aider quelqu'un et ça vous fait du bien, pareil, votre frère ou vos amis ou votre entourage savent ce que vous avez vécu et se sentent heureux de pouvoir être un soutien pour vous. Donc vous ne les ennuyez pas. Oui, mais je voudrais être forte toute seule, voilà. Ah, ça c'est un autre sujet. mais forte toute seule, ça n'existe pas. Ça n'existe pour personne. Oui, je sais non, que ça n'existe pas parce que, vous savez, c'est l'histoire du chêne et du roseau, c'est la fable de La Fontaine.
Oui, oui. Hein, le roseau, il plie mais ne rompt pas. Mais ne rompt pas, oui. Mais oui. Et quand on accepte sa fragilité, sa faiblesse, on est un peu roseau. Alors que quand on veut être le chêne tout fort, et que la tempête arrive, il tombe. Oui. On est plus en risque dans sa force en tenant tout seul. Oui, ce que vous venez de me dire là, j'y avais pas pensé. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est dans mon caractère aussi. Hein. Bien sûr, parce que c'est ça qui vous a permis de tenir. Donc, mais il y a une limite. C'est-à-dire, bien sûr, vous savez que vous pouvez compter sur vous. Ça, c'est extra. Oui. Vous savez que vous avez du courage, de la ténacité, de la persévérance, que vous avez tout ça qui vous a permis, voilà, jusqu'à présent de tenir. Mais il y a aussi comme une écologie de son propre système. Oui. Faut pas aller trop loin non plus. Ça ne signifie pas que vous n'êtes pas forte d'avoir besoin d'autres. C'est qu'à un moment donné, c'est comme les ressources de la terre. Écologiquement, vous avez un peu épuisé la ressource. Et pour qu'elle se renouvelle, il faut, je sais pas, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu d'engrais, un peu de tout ça. Et ça vient de l'extérieur, ça vient pas de vous. Vous allez pas vous régénérer le système toute seule. Même si le système est puissant. Vous voyez, et ça ne signifie pas que le système il est pas puissant ou il donne des signes de faiblesse. Simplement, il faut poser un peu son sac quelquefois quand le voyage est long, hein. Oui, voilà, mais c'est ce que j'ai du mal à faire. Ben oui, mais regardez-vous, je sais pas, vous partez en pèlerinage, moi je sais déjà, faut bien s'arrêter un gîte pour dormir, manger, se reposer. Oui. La vie c'est ça aussi, hein. Quand on est épuisé, on est épuisé. On pose son sac, on dort. On se repose. Oui. Et là, il vous faut des amis, de la famille, de l'entourage, parce qu'il faut vous poser un peu, parce que vous venez de traverser une sacrée tempête, quoi. Oui, mais j'essaye de donner le change, quoi, quand... Oui, mais voyez, vous puisez dans la réserve. Oui. Et là, après, c'est la ligne rouge, quoi. Quand il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de réserve. Hein. Oui, bien sûr. Et là, c'est votre corps qui va se mettre à parler. C'est lui qui va vous dire. Le premier... signal, ça va être votre corps. Oui, il s'est déjà manifesté. Ah, voilà. Il va commencer à donner des signaux. L'estomac, voilà. Ah bah oui, il va dire je souffre, j'ai mal, puisque en fait, si vous n'écoutez pas vos propres signes de détresse, le corps va se charger de vous les donner. Mais je voudrais être plus forte que ça. Oui, mais il y a Cathy qui dit, vous savez, lorsqu'on est en dépression, on se sent coupable d'être un poids pour l'autre, c'est le danger. C'est vrai, elle a raison, Cathy. Tout mon respect, vous dit Cathy. Merci, Cathy. Oui. Vous n'êtes pas... Anne-Marie, c'est normal. Vous voyez, restez dans cette histoire presque de normalité. Quand on vit ce que vous venez de vivre entre votre fille qui est atteinte d'un cancer, votre mari qui s'est pendu, que vous avez trouvé, vous-même un jour de Pâques, vous voyez, quand je vous le raconte comme ça, quel que soit l'être humain qui vit ça, mais c'est énorme. C'est juste énorme. On ne peut pas être tout seul à porter sa blessure. Mais quand je dis on ne peut pas, on peut, mais j'ai envie de vous dire à quoi ça sert d'être tout seul. Oui. À pas embêter les autres, comme vous dites. Et alors ? Mais voilà, c'est ça. Mais oui, mais pas embêter les autres. Les autres, c'est comme si vous leur disiez, mais vous ne servez à rien. Vous ne pouvez pas m'aider. C'est dur pour eux aussi. Ah oui. C'est comme si vous dites, on va vous préparer un repas, vous voulez dire, non, j'ai pas faim. J'ai déjà mangé, j'ai pas faim. Surtout, me nourrissez pas. Oui, ça, je n'avais pas pensé non plus. Ils ont dressé la table, ils ont préparé tout un repas, et puis vous n'en voulez pas. Ils comprennent pas, ils la connaissent, votre histoire, Anne-Marie. Oui, bien sûr. Mais je voudrais tellement être la femme forte rester la femme forte comme je l'étais, quoi. Oui, mais vous l'êtes. En fait, c'est comme, vous êtes en train de me dire, si j'ai un moment de faiblesse, ça signifie que je ne suis pas forte, et c'est un peu comme si je l'avais jamais été. Non, c'est ça. De fait, vous l'êtes et vous l'avez été. Simplement, on n'est pas tout le temps de façon égale dans nos vies. Il y a des moments, des événements de vie, des environnements qui sont des tsunamis pour nous. Et quand le tsunami arrive, forcément, le barrage, il peut péter. Donc, et ça, c'est la vraie vie. Et ça signifie pas que vous n'êtes pas forte. Vous voyez, c'est l'image que vous avez de la force ou l'image de vous-même. C'est comme pour vous un aveu de faiblesse que de souffrir. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, ça me paraît assez juste que vous souffriez.
C'est même le contraire qui serait un peu bizarre. Oui, bien sûr. Mais par rapport aux autres, combien m'ont dit toi, t'es courageuse, tu arriveras à surmonter. Alors, ah oui, alors vous êtes un peu piégée du coup. Voilà. Mais oui. Exactement. Bien sûr. Bien sûr, parce que comme tout le monde vous voit très forte, c'est dramatique parce que vous allez leur dire non, vous avez cru, mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est un peu honteux. Vous voyez? Oui, exactement. Oui. Oui. Mais en fait, ils vous renvoient ce que vous leur avez donné. C'est pas grave. Faites confiance à votre entourage. Ils peuvent aussi accepter de vous voir autre. Et peut-être que ça autorise, vous voyez, quand on est fragile, quand on s'autorise soi-même à un moment donné, alors qu'on est quelqu'un, comme vous dites, de fort et de solide, quand on s'autorise, je veux dire, un moment de fragilité, quand on fait ça, on l'autorise chez l'autre. C'est les gens qui tiennent tout le temps et qui vont tout le temps bien, qui sont forts, on n'ose pas leur dire que nous, on n'assure pas trop. Oui, on se dit, oh là là, non, elle assure trop, alors moi, je vais quand même pas lui dire que pour moi, c'est difficile. Alors en fait que quand on s'avoue les uns les autres que la vie est difficile pour nous, alors on crée un lien très fort parce qu'on s'autorise quelque chose de notre fragilité humaine. Et on a besoin de ça. On n'est pas des Robocop, quoi. Hein. On n'est pas des Superman. Il n'existe pas qu'au cinéma, mais on l'est pas. De fait, on l'est pas. On a tous nos fragilités. Elles sont différentes pour chacun. Oui. Il y a Brigitte qui dit souvent les gens sont heureux de sentir qu'on leur fait confiance en s'épanchant un peu, en exposant sa vulnérabilité, et cela fait du bien aussi de lâcher un peu et de se sentir dans une forme de communion, nous dit Brigitte, c'est vrai. Ah oui, merci Brigitte. Oui. Vous avez le droit, Anne-Marie, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'aller pas bien, et ça fait pas de vous une femme faible. Et j'ai pas pleuré, j'ai jamais pleuré. Oui. Oui. Peut-être ça vous fait un peu peur. Oui. Oui. Peut-être que vous dites alors, je sais pas où ça va s'arrêter si ça commence. Je vais pas maîtriser. Peut-être. C'est angoissant pour vous. Oui. Je comprends. Mais peut-être qu'en prenant ça avec, voyez un peu comme je vous le dis, comme, voyez une autorisation. Voilà, oui. J'ai un peu le droit. Allez. Aujourd'hui, vous savez, comme vous m'avez dit, j'ai décidé, c'est vrai, hein, vous avez raison, et c'est important qu'on puisse décider pour soi. De la même façon que vous avez décidé de tenir et d'être courageuse, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, tiens, je vais m'autoriser à être vraiment triste et peut-être même à pleurer. Peut-être je vais m'autoriser ça, mais je vais me l'autoriser juste aujourd'hui. Oui. Vous mettez un contenant dans votre tristesse, ça va vous aider. Oui. Vous voyez, vous plongez pas dedans, vous le dites vraiment. Vous dites, je vais rester chez moi tranquille et puis je vais m'autoriser à aller pas bien, mais je reste vigilante. Je vais m'autoriser à aller une journée pas trop, parce qu'après je sais pas comment ça va se passer. Oui. Comme pas à pas, comme ça vous lâchez pas les vannes d'un coup. D'accord. Et puis si ça va pas fort et que vous avez une jolie relation avec votre frère là, qui est votre voisin, c'est important d'aller lui dire. De lui confier ce que vous êtes en train de me confier. Tu sais, tu me connais, j'étais forte, j'ai tenu, puis là, j'ai vraiment du mal. Voilà, j'ai juste besoin de te dire que ça va pas fort, quoi. Oui, je pense que c'est à lui encore que je... Oui, ça me paraît important. Oui. Parce que ma fille, avec tout ce qu'elle a, je veux pas encore l'ennuyer. Comment ils vont, vos enfants ? Ma fille, elle a des graves soucis de santé. Elle a la spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 14 ans. Donc, ça fait beaucoup d'opérations. Là, elle a eu la leucémie. Donc, c'est pas... Et je crois qu'elle a un peu mon caractère parce que si on lui demande si ça va, elle dit « Mais oui, ça va. » Alors, on est toutes les deux à se dire que ça va. À dire que ça va, alors que ça va pas. Oui, on est toutes les deux. Et peut-être que de vous dire ensemble que ça va pas, ça créerait du lien sans forcément tout raconter, vous voyez. Juste très sobrement dire, tiens, si on se disait que ça va pas si bien toutes les deux. On a le droit un peu de se le dire dans ce qu'on vit. Oui, mais je crois que, le caractère est là, et puis... Oui, je comprends, parce que c'est pas tant une histoire de caractère d'ailleurs, c'est une histoire de croyance.
On est souvent piégé, on se dit... C'est ce qu'on fabrique avec nos pensées en se disant un peu tout ce que vous m'avez dit. Hein. Les gens me voient comme une femme forte. Alors si jamais ils découvraient que c'est un peu la honte, je veux pas les ennuyer. Et puis si je lâche, je sais pas où ça va m'emmener. Vous voyez, c'est toutes ces points d'appui, c'est ce qu'on fabrique avec ce qu'on croit de nous et sur les autres, qui quelquefois ne nous autorise pas une liberté qui pourtant nous ferait du bien, c'est-à-dire oui mais j'ai des vraies circonstances, j'ai une vraie histoire et ma fille en a une aussi, et peut-être que je peux raisonner un peu autrement, peut-être que je peux voir les choses, c'est juste changer de regard. Il y a Agathe qui dit souvent, à se croire trop fort, on ne l'est plus. Il y a Chris qui dit, le temps estompera votre chagrin, parlez-en. Et puis Isabelle qui dit, ce serait un acte de force que d'aller déposer sa fragilité chez un nouveau psychologue ou chez des proches. Courage, dit Isabelle. Merci. Et peut-être là la force pour vous. Merci à tous. Bon courage Anne-Marie, à vous. Hein. Merci. Je vous embrasse bien fort. Beaucoup. Vous m'avez passez une bonne nuit. Aidé. Ah, tant mieux, je suis très heureuse. Vous voyez, ça me fait chaud au cœur. Vous m'avez donné des pistes que je n'avais pas encore essayées. Et prenez bien soin de vous, Anne-Marie. Merci. Je vous embrasse. Merci Sophie. Bonne nuit à vous. Moi aussi, je vous embrasse. Merci. Merveilleux de se quitter sur cette si belle chanson de David Bowie, Life on Mars. Voilà, j'espère que ces douces notes vous ont bercé. Merci à vous tous pour cette belle émission. Anne-Marie, je voudrais que vous vous endormiez ce soir en pensant que être vulnérable, ce n'est pas être fragile. Nous sommes tous des êtres vulnérables. Et puis pensez au joli roseau de La Fontaine. Je vous souhaite d'être ce joli roseau pour la nuit et pour la suite. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain dans la libre antenne. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.